Bonjour à tous. Oups, j'ai toujours ma chaise qui grince. J'espère que vous allez bien. En ce dimanche soir, on se retrouve pour un nouveau live, Les Vieux Dharma, avec Stéphania qui nous rejoint déjà. Hello Stéphania. Alors, on va... Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en live. On va parler Dharma ce soir avec Stéphania qui va nous parler de sa vision des choses quant à ce que vivre son dharma signifie. On va utiliser son parcours de vie pour essayer d'illustrer cette belle expression. Et je me réjouis d'avoir cette conversation avec elle. Stéphania, je t'ai envoyé la demande. Est-ce que tu arrives à te connecter ou alors à m'envoyer une demande de ton côté? Alors, bonjour à tous. Hello. Voilà, les petits couacs du début. Parfois, ça marche. Parfois, ça marche au moins. Stéphania, si ça ne marche pas de ton côté, ça dit que tu ne peux pas participer, Stéphania. Est-ce que tu as un compte qui est en privé, peut-être? Essaie de sortir et re-rentre. Désolée pour l'attente. Ça n'en sera que meilleur une fois qu'on sera connectés l'une à l'autre. Alors, essaie de m'envoyer toi la demande, Stéphania, si tu peux. Ah, tu n'as pas de demande. Alors, essaye de me la faire, toi. On va y arriver. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça va finir par fonctionner d'une manière ou d'une autre. Ça l'a toujours fait depuis, je vais vous dire, ce soir, c'est le 40, 43e épisode. 43 épisodes. Je me suis lancée comme ça sur un coup de tête. J'avais aucune idée de où ça me mènerait. Alors, essaye de me faire ta demande, toi, Stéphania, si tu es encore là. Stéphania ne peut pas participer. Bon, j'ai un message qui me dit ça, Stéphania. Est-ce que tu peux voir de ton côté s'il y a un réglage à faire? Je ne sais pas si tu m'entends. Oui, donc je disais le 43e épisode. J'ai eu la chance d'avoir des personnes incroyables. Enfin, moi, tous les épisodes m'ont inspiré, m'ont nourri. Donc, je pose toujours l'intention avant de commencer que ça inspire au moins une personne. J'espère que ça a été le cas. Ah ah! Je crois que c'est en train de marcher. On va voir ça. Yes! Ça marche! Ah, oui. Salut! J'étais en train de meubler tranquillement. Hein. Je savais Oui, que ça allait marcher d'une manière ou d'une autre. j'ai vu ça, je suis désolée. Donc, ça marche pas depuis mon ordinateur, apparemment. Non, Mais, effectivement, les lives ne fonctionnent pas depuis l'ordinateur. J'ai pas pensé à te le préciser. ah, d'accord, je ne savais pas. J'ai pas pensé à te le Voilà, préciser. Ouais. voilà. Donc, ben, je suis avec le téléphone. Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, écoute, moi je t'entends bien. Est-ce Super. que toi tu entends bien? Est-ce que. Oui. Ouais, oui, oui. Super. Bon, et ben un grand merci d'avoir accepté cette invitation en ce dimanche soir. Je me réjouis d'avance de cette conversation. On a déjà eu la chance, toi et moi, de parler un petit peu de nos parcours respectifs ensemble. Ah, Donc, je sais, enfin, j'ai une idée dans les grandes lignes de ce que tu vas nous raconter, mais je me réjouis pour les personnes qui nous écoutent en live ou en replay, qui vont te découvrir et découvrir ton parcours de vie et ton dharma ce soir. Donc, pour ceux qui n'ont jamais regardé ces lives, euh, l'objectif de ces lives, c'est vous inspirer à vivre votre dharma, vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Dharma, c'est un terme qui est issu de la philosophie du yoga.
donc de textes très anciens, qui a de nombreuses significations, plus d'une quinzaine de significations. L'une d'entre elles, qui est celle qui moi, m'intéresse, en tout cas, c'est celle de mission de vie, de mission d'âme, mais justement, en fait, c'est l'expression qui m'intéresse, enfin, en tout cas, la signification qui m'intéresse. Pour autant, l'expression ne me convient pas, la traduction ne me convient pas. Et c'est de là qu'est venue l'idée de faire ces lives. C'était de raconter des histoires, des parcours de vie pour mettre en images et en mots exactement ce que j'entendais par vivre son dharma. Et voilà, et depuis, donc je le disais en meublant que ce soir, tu es la 43e personne que j'interviewe sur ce sujet. Et j'adore parce que chaque personne est super inspirante à sa manière. Chaque personne montre vraiment à quel point vivre son dharma, c'est avant tout vivre sa vérité, c'est-à-dire oser être nous-mêmes. Voilà, dans notre côté lumineux, dans notre côté plus sombre aussi, puisqu'on a tous les deux côtés de cette médaille. Et que du coup, la vie nous envoie les deux aussi et que ça fait partie de ce chemin-là. Voilà, dans les grandes lignes. Donc, je me réjouis d'entendre toi, comment tu mets tout ça en mots. Et puis, encore une fois, on va vraiment, pendant cette heure ensemble, parcourir ton parcours de vie pour justement permettre aux personnes de comprendre ce qu'une itération de vivre son dharma peut signifier, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, et que chaque personne, en fait, a un dharma. Moi, j'en suis convaincue. On a tous une raison d'être sur cette terre. Et voilà, ce soir, c'est celui de Stéphania qu'on va explorer. Donc, donc, eh bien, pour commencer, c'est à peu près le plus gros de la conversation que je vais faire ce soir. C'est l'intro. Mais après, c'est toi qui vas parler, Stéphania, y compris pour la présentation. Donc, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es, Stéphania? Oui, alors ça, c'est un grand mot. Tu vois, c'est intéressant parce qu'avant de me connecter avec toi, je me suis connectée à mon biais principal d'information, mon canal principal, donc qui est l'Akasha. Donc moi, j'ai une connexion très forte avec les archives, ou ce qu'on appelle les archives akashiques ou les annales akashiques. Et donc, tu peux expliquer en 2 mots ce que c'est, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent. Je vais expliquer plus en détail, mais je vais juste dire l'information qui m'a été envoyée, puis ensuite je reviendrai si c'est possible. Ouais. Et puis j'ai demandé là-haut, donc je vais expliquer ce que c'est exactement. J'ai demandé finalement quelle est l'information importante de cette soirée autour justement du dharma. Qu'est-ce que je dois vraiment transmettre? Qu'est-ce qu'il est important que les gens puissent avoir comme information, entre guillemets. Et puis, il a été très clair. Ils m'ont dit, écoute, Stéphania, la seule chose qui est importante ce soir, c'est vraiment de transmettre l'amour de soi, l'amour de se connecter à sa lumière, de se connecter à sa nature profonde. Voilà ce qui est important au niveau de cette soirée. Donc, voilà ce que je voulais transmettre. Bon, on pourrait s'arrêter là, en fait. Voilà. C'est un beau résumé de ce dont on va parler ce soir. Exactement. Et puis en fait, je rebondis sur ta première question, qui es-tu? Parce que habituellement, il y a quelques années, quand on me posait cette question, qui es-tu? Présente-toi, j'aurais dit, voilà, je m'appelle Stéphania, j'ai 32 ans, à l'époque j'étais enseignante, voilà, je me serais définie, tu vois, je me serais mis dans des cases directement. Et aujourd'hui, quand on me pose cette question, qui es-tu? J'ai envie de dire, mais finalement, au-delà de ce corps, je suis juste, je suis. Je suis un être divin, je suis cette émanation d'amour, je suis cette lumière. Et pour moi, il est très difficile de juste me catégoriser, tu vois, de me mettre dans une case précise. Néanmoins, si je dois répondre par rapport à ce que je fais plutôt qu'à ce que je suis, eh bien, à l'heure actuelle, j'ai la grande chance d'animer des cercles de femmes, des stages pour les femmes, d'avoir cette connexion avec les annales akashiques que je vais expliquer. Donc,
qui m'a été donné il y a quelques années. Donc voilà ce que je suis aujourd'hui. C'est ce C'est que tu cette fais. vibration d'amour, je l'espère. Hmm. Ben, merci. Et puis j'adore en fait que justement tu ailles dans cette direction-là, puisque finalement, pour moi, le dharma, c'est avant tout juste l'essence en fait de qui Mm. on est. Donc c'est vraiment quelque chose de subtil. Et c'est ce qui m'amène en fait à la question suivante, parce que moi, quand je demande à mes invités de se présenter, ce qui m'intéresse par-dessus tout, on arrive toujours à ce qu'on fait, puisque, ben, comme tu le dis, de nos jours, on se définit beaucoup plus à travers nos actions. Euh, Mm. et c'est OK en fait, parce que ça fait partie de nous aussi. Mais du coup, pour revenir à cette essence qu'est le dharma, j'aimerais savoir ce qui t'anime en fait profondément derrière ce que tu fais. Pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Alors ça, c'est une très bonne question, du coup. Donc, moi, si je reviens en arrière, je vais faire un petit peu un retour en arrière, un flashback dans Ouais. l'histoire de Stéphania en tant qu'être incarné. En fait, mon chemin, il a commencé quand j'avais 3 ans. En tout cas, ce chemin de justement autour du dharma, du sens que je voulais donner à ma vie, euh, de la direction que je voulais prendre. Et à 3 ans, en fait, moi, j'étais vraiment cette jolie, gentille petite fille qui rentrait dans toutes les cases que papa, maman, l'école, la société avaient quelque part inculquées. Et puis, ben, toutes ces fausses croyances que je m'étais aussi mises en tête. Et puis, à l'âge de 23 ans, en fait, j'ai vécu une rupture amoureuse très très douloureuse, hein, comme on en a peut-être tous connu, qui m'a bien mis à genoux, qui m'a bien mis à terre. Et puis à ce moment-là, comme j'aime le dire, ben, j'ai eu le cœur brisé. Mais ça a été vraiment le plus beau des cadeaux parce qu'aujourd'hui, je le dis, un cœur brisé est un cœur qui laisse passer la lumière. Donc, à ce moment-là, sans le savoir, la vie m'avait fait le plus beau des cadeaux parce que à ce moment-là, j'ai pu accéder à ces premiers rayons lumineux sur mon chemin. Et donc, suite à cette rupture amoureuse très douloureuse, eh ben, j'ai commencé à me poser des vraies questions, finalement. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que cette rupture vient autant me toucher? Qu'est-ce qu'elle vient toucher en moi? Pourquoi est-ce que finalement je suis au fond du tunnel? Euh, Pourquoi est-ce que j'ai autant d'idées noires? Pourquoi est-ce que je sens que je suis en train de répéter des schémas par rapport à une première relation? Il y a des choses qui revenaient et je me dis, mais ça, c'est pas possible. Il y a quelque chose à comprendre là derrière. Hmm. Et à ce moment-là, la vie, elle m'a bien guidée puisque j'ai été me poser les vraies questions. Notamment, ben, finalement, de me dire, mais cette rupture, c'est pas la rupture en soi qui est douloureuse. C'est le fait que tu ne sois pas honnête avec toi-même, qu'il y a des choses que tu ne veuilles pas voir et que tu ne veuilles pas te voir tel que tu es. Et notamment parce que je ne voulais pas voir à cette époque-là, eh bien, c'est le fait que dans l'enfance, j'ai vécu donc des abus sexuels. Et donc, j'avais vraiment pendant 23 ans de ma vie fait l'autruche par rapport à ces événements traumatiques. Et à ce moment-là de ma vie, tout est remonté d'un coup. Alors, effectivement, c'était extrêmement douloureux. Mais à ce moment-là, j'ai été obligée de me regarder et de regarder mon histoire. Hmm. Donc ça, c'était un fabuleux cadeau sur mon chemin parce que ça a été le début de la rencontre avec moi-même et de ce que j'aimais appeler mon chemin initiatique. Donc à partir de là, j'ai vraiment entamé un travail d'archéologue avec moi-même où j'ai été à ma rencontre, où j'ai commencé à me poser les vraies questions de me dire mais finalement, qu'est-ce qui va t'aider sur ton chemin à devenir toi-même? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu arrêtes de te dissocier de toi-même? Parce que là, en fait, c'est comme si ton corps, il est en train d'avancer et toi, ton âme, pour ceux à qui ça parle, ton âme, ton esprit, ton cœur, peu importe comment on l'appelle, marche à côté de toi. Donc j'avais l'impression qu'il y avait mon corps et puis mon âme qui marchait, mais pas
l'un dans l'autre, embriqués, mais plutôt l'un à côté de l'autre. Donc il y avait complètement une dissonance en fait. Mhm. Je me connaissais pas, je savais pas qui j'étais. Et tu avais déjà cette notion, justement, toi, tu parlais d'âme déjà à l'époque? Alors pas du tout, à l'époque Ok. j'étais très 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 cartésienne, hein. Si on me parlait d'âme, de dharma, j'aurais ouvert grand les yeux, puis j'aurais dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? J'étais enseignante, donc tu vois les cases, la discipline, la rigueur, je connaissais bien. Et moi c'est ce que j'enseignais d'ailleurs, rentrer dans des cases, rentrer dans le moule, comme Mhm. moi j'avais été moulée d'ailleurs. Donc c'est vraiment la vie qui m'a guidée petit à petit. La première chose, ça a été vraiment de libérer la parole, en fait. Ça a été de me dire, mais si tu as vécu des choses douloureuses, c'est d'en parler. Pardon, est-ce qu'on continue à me voir? Parce que je crois qu'il y a un petit problème de batterie. On me voit bien? Oui. Ouais. Donc la première chose à faire, c'est de libérer la parole. Donc là, j'ai commencé déjà à en parler. Et au moment où j'en ai parlé, eh bien, c'est devenu une réalité. Et donc là, il y a comme un mouvement qui s'est fait au niveau de mon alignement. Mais plus tard dans l'histoire, ce qui a été très fort dans mon cheminement, c'est que j'ai remarqué que la tête, elle avait compris des choses parce que j'ai fait un suivi, notamment un suivi au niveau psychologique avec un thérapeute. Et donc, ma tête, elle avait compris beaucoup de choses, mais mon corps, lui, n'avait pas compris. Donc, il est arrivé à un moment donné où je me suis dit, mais finalement, il faut pas que, il faut justement que j'aille voir au niveau du corps. Qu'est-ce qu'il a à me raconter? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Parce que ma tête, elle semble avoir tout compris. Elle semble avoir compris les schémas. Elle semble avoir compris le fait que je rentre dans des cases, que je reproduis des choses. Mais lui, mon corps, il a rien compris. Mhm. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à faire confiance à la sagesse de mon corps. Comme j'aime le dire aujourd'hui, c'est le corps connaît le chemin bien plus que la tête. Et donc, je me suis laissée guider par ce corps-là, en fait, en faisant mon allié et en arrêtant de jouer ce rôle de victime. J'en parlerai plus tard quand j'ai fait ma rencontre, notamment avec les annales akashiques. Mais jusqu'à là, je m'étais beaucoup satisfaite de ce rôle de victime. En fait, j'étais victime de mon histoire, j'étais victime voilà, de mon éducation, peut-être du mauvais soin que m'avaient donné mes parents et c'est pour ça que tel événement est arrivé. Donc, je me complaisais en fait en ce rôle-là aussi. Parce que Mhm. c'était nettement plus facile, en fait, de me Et dire, qui mais faisait partie de ton identité. Tu t'étais construite plus ou moins tout à là-dessus. Ouais. Tout à fait. Et puis c'était une question aussi de quelque part de facilité de me dire mais si je suis victime, ben voilà, hein, j'ai rien à faire en fait. Il n'y a aucune responsabilité là-dedans. Mhm. Jusqu'au jour où je me suis dit mais non en fait, tu vas arrêter d'endosser ce rôle de victime parce que tu vas devenir aussi maître maintenant de ton destin, de ton histoire et tu vas commencer à la réécrire à l'image de ce que tu désires. Et pour cela, eh bien, tu vas faire en sorte que ton corps devienne ton allié. Même si c'est par là que est cristallisée ta plus grande blessure. Mhm. Donc, j'ai commencé à chercher des techniques pour pouvoir me connecter avec ce corps. Et Je comment, vais... parce que du coup, quand je t'écoute, tu donnes l'impression d'avoir fait preuve assez rapidement d'une certaine maturité, en fait, pour arriver, tu vois, à réaliser qu'il y avait un manque d'alignement entre Oui. qui tu croyais être et ton âme, et puis de réaliser ensuite, de comprendre les choses intellectuellement, mais de réaliser qu'il fallait aussi que tu les comprennes au niveau de ton corps. Tout ça, tu vois, c'est pas forcément évident pour le commun des mortels, ou tout simplement parce que c'est pas des choses qu'on nous enseigne. Est-ce que toi, tu as réussi à avoir ces prises de conscience grâce à l'accompagnement thérapeutique que tu as fait? Est-ce que c'était seul? Comment c'est venu, en fait, toutes ces prises de conscience? Alors, je vais juste replacer mon téléphone. Ouais. Alors, en fait, je m'étais toujours dit une chose. J'avais un grand rêve. Je m'étais toujours dit que je ferais un tour du monde. J'ai dit, à mes 26 ans, je ferai un tour du monde. Et quand j'ai commencé à travailler, j'avais 23 ans et je m'étais fixé un petit peu cette deadline de me dire, bah, dans 3 ans, quoi qu'il arrive, je pars. Et ça a été vraiment
le plus beau des cadeaux que j'ai pu me faire à cette époque-là. J'étais encore en thérapie. J'étais encore donc en thérapie au niveau du mental, mais je sentais, comme je le disais, que mon corps avait besoin de comprendre des choses. Et donc, je me suis offert vraiment une année avec moi-même. Pendant une année, j'ai voyagé. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai fait ce voyage pour, je disais, connaître le monde, aller connaître les différentes cultures, les plus beaux monuments, etc., etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je me suis intimement reconnectée avec moi. Et notamment avec la notion de plaisir. Parce que tous les jours, en me réveillant, la seule question que je me posais finalement, c'était qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui me mette en joie, qui fasse vibrer mon âme. Aujourd'hui, j'utilise ces mots. À l'époque, je n'utilisais pas ces mots. Je disais simplement, ben voilà, qu'est-ce qui va me faire plaisir. Mais vraiment, en fait, pendant une année, j'ai fait vibrer mon âme. Waouh, quel cadeau, tout à fait. Voilà. Et donc ça a été une reconnexion extraordinaire au niveau de, ben voilà, de mon essence même, de ma nature profonde. Parce que j'ai pu reconnecter. Justement, quand je parlais que j'avais la sensation que mon corps marchait d'un côté et mon âme de l'autre, et bien à ce moment-là, il y a eu une fusion, en fait, qui s'est faite naturellement. Et au retour de ce voyage, eh bien, j'étais plus la même, forcément, puisque pendant une année, je m'étais consacrée uniquement à moi et à mon bien-être personnel. Et donc, à mon retour, ce qui a été très, très, très puissant, c'est que j'ai repris les séances au niveau thérapeutique avec ma psy. Et au bout d'une année, elle m'a dit, mais écoutez, Stéphania, moi, je ne peux plus rien faire pour vous parce que j'ai l'impression que vous avez tout compris, en fait. Euh, Puis vous avez l'air d'aller bien, vous avez l'air guéri, vous avez un bon métier, au niveau relationnel, ça se passe bien. Donc je crois que vous avez fait le tour. Et pour moi, ça a été un moment clé. Ça a été extrêmement douloureux à l'époque parce que moi, je me sentais pas guérie. Du tout. Je me sentais pas du tout libérée de mon histoire. J'avais encore beaucoup de choses qui se passaient à l'intérieur de moi, mais c'est vrai qu'à l'extérieur, au niveau de l'enveloppe physique, ça ne se voyait pas. Parce que, comme je le disais au départ, j'avais été habituée à être cette gentille, jolie petite fille. Donc, je jouais extrêmement bien mon rôle. Et du coup, à ce moment-là, ça a été vraiment comme un abandon total, en fait. Je me suis dit, mais si même cette psychologue ne peut pas m'aider, qui peut m'aider finalement? Et où est-ce qu'elle se trouve, la libération? Parce que moi, j'ai besoin d'être guérie. Je sens effectivement qu'il y a eu une fusion, que mon corps et mon âme commencent à naviguer ensemble, mais il y a plein de choses qui ne sont pas encore libérées. Et donc, à ce moment-là, la vie à nouveau fait bien les choses. J'ai commencé à faire quelque chose de très, très simple, qui est accessible à tous, et on n'y pense pas forcément. Cette chose très simple, c'est simplement la prière. Un outil extrêmement puissant. Le fait de simplement prier. Alors c'est vrai que quand on va prononcer ce mot aujourd'hui, et moi, je sais qu'à l'époque, quand on me disait prière, j'associais tout de suite au monde religieux. Et, et comme j'étais pas forcément en accord avec l'Église, etc. Quand on me disait le mot prière, je me disais ah ben non, ça c'est quelque chose qui est ennuyant, j'ai pas envie de le faire. Il y avait une forte connotation pour moi. Mais spontanément, mon âme, elle a commencé à juste demander. Et en fait, pendant 6 mois, je me souviens, je rentrais chez moi tous les soirs et je demandais, s'il vous plaît, aidez-moi. Tout simplement. C'était ma prière. Et j'ai demandé, s'il vous plaît, aidez-moi, guidez-moi, aidez-moi, dites-moi ce que je dois faire. Je me sens pas bien. Je pleure tous les soirs en rentrant. À l'époque, je rentrais du travail et je pleurais, je pleurais. J'étais en couple, je me sentais pas bien. J'avais en fait la vie de rêve, entre guillemets. Tout ce que tout le monde peut désirer. Une belle maison, une vie de couple. Je gagnais très 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 bien ma vie. Enfin, j'avais aucun problème vu de l'extérieur. Et pourtant, moi,
à l'intérieur de moi, ma vie, elle n'avait aucun sens. Mhm. Donc j'ai commencé à prier. Et au bout de 6 mois de prière, j'allumais juste une petite bougie. J'avais un hôtel tout simple, une petite bougie, je l'allumais, je demandais s'il vous plaît, aidez-moi, aidez-moi, guidez-moi. Et au bout de 6 mois, j'ai entendu une voix. Et c'est une voix qu'on reconnaît parmi 1000 voix parce que c'est pas la voix de son mental. C'est Mhm. une voix qui vient du cœur. Donc, j'ai entendu cette voix qui m'a dit, mais Stéphania, lâche tout. Il y a quelque chose de bien plus grand qui t'attend. Et à ce moment-là, cette voix, elle était tellement claire. Il n'y avait pas une once de doute à l'intérieur de moi. C'était comme si je ne pouvais pas faire autrement que de choisir ce chemin. Et Mhm. dès le lendemain, je me suis assise devant donc mon ex-compagnon et je lui ai dit, écoute, je crois qu'il faut qu'on se sépare parce que j'ai d'autres choses à vivre. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, il faut qu'on mette fin à cette relation. Et ça a été le premier acte de confiance et de foi envers la vie, j'ai envie de dire. J'ai reçu ce message, j'ai fait confiance, j'ai suivi la guidance parce que bien souvent, on va recevoir des messages de notre cœur, quelque chose qui vient là nous toucher, on se dit ah, je sais, c'est ça que je dois faire. Et puis finalement, ça remonte au niveau du mental, notre mental commence à faire des nœuds. Et là, eh bien finalement, cette guidance, elle s'éteint et on ne la suit pas, on ne suit pas cet élan du cœur. Et donc moi, ce jour-là, c'était tellement une évidence que je l'ai suivi. Mhm. La chance que j'ai eue, c'est que cet ex-compagnon m'a dit, écoute Stéphania, si moi je veux ton bonheur, donc si c'est ce qui est aligné pour toi, effectivement, on doit se quitter. Donc ça s'est fait vraiment, même avec une bénédiction, j'ai envie de dire, ce qui Ouais. est merveilleux. Magnifique. Et donc, à ce moment-là, une semaine, jour pour jour, je m'en souviendrai, j'ai fait une rencontre très, très, très spéciale. Comme moi, je prends souvent cette image de l'échiquier, comme si il y avait la vie qui était en train de jouer au jeu, au grand jeu de la vie, jusqu'à ce que, tac, on soit prêt et elle place deux personnes l'une en face de l'autre. Tellement. Donc Ouais. ça, aujourd'hui, je le sais, c'est ce qu'on appelle les grandes rencontres de la vie. Donc ces grandes rencontres, on a beau faire 36 000 tours, passer par des chemins qui ne nous sont pas destinés ou autres, mais on finira toujours par faire les grandes rencontres de la vie, quoi qu'il arrive. Absolument. Ouais, j'en suis convaincue et je fais une petite aparté. J'ai Oui, plein d'histoires comme ça autour de moi, notamment un couple d'amis qui s'est marié en s'étant rencontrés sur leur lieu de travail et ils se sont rendus compte que pendant des années, ils avaient vécu dans le même immeuble sans s'être jamais rencontrés. Voilà. ça m'étonne pas. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas. Bah, les grandes rencontres, elles se font, mais elles se font quand on est prêt. Voilà. Parce Ils qu'en n'étaient fait, pas prêts à l'époque. voilà, exactement. Tant qu'on n'est pas prêt à le vivre, à vivre cette grande rencontre, eh bien, elle n'aura pas lieu quelque part. C'est ça. Et donc moi, ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, j'ai rencontré donc une personne, et ça a été fulgurant parce que je prenais des cours de yoga donc sur Genève. À l'époque, j'habitais donc là sur Genève, il y avait donc une journée organisée de yoga et Ayurveda. Et donc j'y vais, toujours dans l'optique de prendre soin de moi, de prendre soin de mon corps. Arrivé à cet événement, il y a un homme qui vient vers moi et qui me dit, mais écoute, je te connais. Et je lui dis, mais non, je crois pas qu'on se connaisse parce que moi, j'arrive pas à te replacer, je sais pas, je crois pas. Tu sais, je suis brune aux yeux bruns, tu dois confondre avec quelqu'un d'autre. Puis il me dit, mais non, en fait, je te connais. On s'est rencontrés il y a 6 mois. Tu t'es assise à côté de moi dans un train. Tu étais avec tes élèves et il me décrit la scène en détail. Et là, je sais pas si tu as déjà vécu ça, mais probablement, tu sais, quand ton corps se met à frissonner de partout. Tu as la Ça chair me de fait poule. là maintenant. Voilà. Donc pour moi, quand il y a cette chair de poule, c'est qu'en fait, c'est comme si l'âme, elle te dit oui. Un grand oui.
n'aie pas de doute, fais confiance. Et donc, j'ai eu cette chair de poule au niveau de tout mon corps. Et j'ai dit, mais oui, ben c'est sûr. Mais c'était tellement improbable que du coup, à nouveau, mon mental a commencé à faire des nœuds et à me dire, mais non, Stéphania, écoute, peut-être qu'il te confond, etc., etc. Et là, j'ai utilisé le deuxième outil fondamental que j'aimerais partager avec vous. C'est que j'ai commencé, à part le fait de prier, j'ai commencé à méditer. Donc, chose que je ne faisais pas. Donc, tous les soirs, je rentrais chez moi. J'allumais ma petite bougie. Je demandais à nouveau, avec ma petite prière, aidez-moi. Et cette fois, je demandais, mais s'il vous plaît, montrez-moi l'image. Montrez-moi l'image de cette rencontre. C'est impossible que cette personne se souvienne de moi et moi, j'ai aucune trace de cette grande rencontre. Et donc, j'ai médité pendant je ne sais plus combien de temps, mais bien une semaine. Et tout d'un coup, un jour, l'image est arrivée. Et je me suis vue. Je me suis vue monter dans le train, asseoir mes élèves et m'asseoir à côté de cette personne. Et j'ai même eu accès à ma pensée première à ce moment-là. Wow. Et donc, à ce moment-là, en fait, cet homme m'a paru tellement dans le flot de la vie. Il avait l'air tellement connecté à la vie, tellement dans une fluidité de son être que moi, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, ça doit être génial d'être comme ça. C'est ça, en fait, ce que j'aimerais émaner. Le fait d'être dans un abandon, en fait, avec la vie. Et donc, tout ça m'a fait prendre conscience que finalement, chaque idée, chaque pensée que l'on a devient matière d'une manière ou d'une autre. Là, en l'occurrence, j'avais une pensée une pensée positive, donc elle s'est matérialisée, mais comme quoi chaque pensée devient matière, est énergie. Donc voilà, ça c'était mon deuxième outil. Et donc cette rencontre, elle a été très forte pour moi parce qu'elle m'a en fait réveillé ce qu'on appelle la Kundalini. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce que c'est la Kundalini, eh bien c'est une énergie de vie, enfin c'est l'énergie de vie, hein, l'énergie sexuelle qui est logée au niveau de notre bassin, donc de notre deuxième chakra, et qui monte en fait à travers notre canal principal qui est notre colonne vertébrale qu'on appelle Shushuma, et puis du coup ça part de notre coccyx et ça va monter jusqu'au sommet de notre crâne. Et moi, à la rencontre de cette personne, quand il m'a regardé dans les yeux, c'est comme si mon âme avait reconnecté avec cette énergie. Et j'ai senti comme un feu intérieur monter depuis la pointe de mes pieds jusqu'au sommet de mon crâne et m'envahir entièrement. Wow. Et donc là, ça a été en fait un réveil et, de tout mon corps physique et spirituel, de mon corps aurique. Ce qui est incroyable, c'est que tu étais en recherche de compréhension au niveau du corps et puis que tu as cette expérience qui t'arrive. Exactement, ouais. J'étais en recherche du corps, de connexion avec mon âme, du sens. Et donc, j'ai eu cette expérience de montée de Kundalini. À partir de là, ça a été un peu compliqué, je dois avouer, parce que, en fait, quand on a une montée de Kundalini, ce qui peut arriver, c'est qu'on a tous nos canaux qui peuvent s'ouvrir, notamment la clairaudience, la clairvoyance, la clairsentience. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Mais comme à l'époque, j'étais encore très très cartésienne, eh bien il y a plein de choses, mon mental, comme j'aime le dire, il faisait des nœuds dans tous les sens. À ce moment-là, c'était des nœuds dans tous les sens. Et du coup, j'ai commencé à avoir extrêmement mal aux oreilles. Par exemple, tous les sons étaient démultipliés. Donc je ne pouvais plus sortir dans la rue parce que j'avais extrêmement mal aux oreilles. J'avais l'impression d'avoir constamment comme une pression au niveau du troisième œil, au niveau du front, comme si quelqu'un m'appuyait très 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 fort au niveau du front et des tempes. Donc ce qui pouvait me provoquer des migraines alors que j'en avais jamais. Au niveau du corps, j'arrivais plus à aller dans la foule, j'arrivais plus à monter dans les bus, j'arrivais plus à être avec mes amis en fait. Donc j'ai eu une période
où je me suis complètement repliée sur moi-même, comme un ours qui rentre dans sa grotte. Parce que la seule chose que mon corps acceptait après cette montée d'énergie, eh bien, c'était le silence, le noir et le repos. Comme si mon corps me disait, mais en fait, là, il y a tout qui est en train de changer au niveau de tes cellules. Il y a comme une reprogrammation. Il faut imaginer que c'est vraiment une reprogrammation cellulaire comme un ordinateur. Donc, il y a tout notre code qui est en train d'être modifié. Et donc, pour que ce processus puisse se faire, eh bien, on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de repos. Parce que aujourd'hui, je le sais, l'âme, elle connaît le chemin, mais ce qui est difficile, c'est pour le corps, parce que le corps, il est extrêmement dense. L'âme, elle est extrêmement volatile, donc du coup, elle peut aller très très vite. Mais le corps, lui, il a besoin d'assimiler et de comprendre ce qui se passe, quel est le processus qu'il est en train de vivre. Donc j'ai eu... Est-ce que tu dirais aussi, excuse-moi, je te coupe, Oui. que pour que les personnes qui n'ont pas forcément vécu cette montée de la Kundalini, ce qui est mon cas par exemple. On a plein de points communs dans mon parcours, mais je n'ai pas vécu cette expérience-là. Par contre, le fait d'avoir des prises de conscience et de décider finalement voilà, de se réaligner, de sortir peut-être un peu des moules et des schémas qu'on nous inculque, comme tu disais, bien quelque part, ça nous isole aussi. Et on a besoin d'encore plus de temps seul. Et puis, c'est plus dur de connecter avec les autres, avec nos proches. Donc voilà, je voulais juste mettre ça en lumière aussi, même si on n'a pas vécu de montée de la Kundalini, que quelque part un passage obligatoire, entre guillemets, ou en tout cas très fréquent chez les personnes qui font ce choix courageux d'écouter cette voix de l'âme qui souvent murmure, chuchote, et comme toi, j'aime bien parce que tu utilises beaucoup l'image du mental qui fait des nœuds. Moi, souvent, je dis que l'âme, elle chuchote, et puis que le mental ou l'ego, il crie très, très fort. Donc, petit à petit, on l'entend plus, cette petite voix. Voilà, donc je voulais juste mettre ça en lumière, et tu l'expliques très bien. Ça peut être aussi juste un besoin physique de se revenir à soi. Oui, oui, et puis je pense qu'à nouveau, comme on en parlait au départ, le corps, il connaît, il sait de ce dont il a besoin. Donc, si tout d'un coup le corps demande du repos, demande un repli, c'est pas pour rien. C'est qu'il a besoin d'intégrer des choses. L'intégration est même plus importante que finalement l'action en soi. Des fois, on fait des actions, puis ensuite, on a tendance à refaire une action droit derrière, et puis on ne prend pas forcément ce temps d'intégration qui est extrêmement important. Comme À un tous les niveaux. shavasana en fin de cours de yoga. Exactement, le shavasana. Et donc à ce moment-là, voilà, tous mes canaux se sont ouverts. Et là s'ouvre à moi un monde que je ne connaissais pas et que je n'imaginais même pas. Et surtout, là, que mon mental n'était pas prêt à accepter. Qui est le monde qu'on va appeler le monde de l'extra-sensoriel, le monde de l'invisible, le monde de ce qu'on ne peut pas voir avec les yeux, mais ce qu'on peut voir avec le cœur. Donc, à ce moment-là de ma vie, j'ai reçu un merveilleux don que j'appelle un don à l'univers, un service à l'univers aujourd'hui, qui est donc le fait de pouvoir accéder aux annales akashiques. Donc à l'époque, j'étais encore extrêmement cartésienne, et puis une nuit, j'ai eu une visite, si je peux le dire comme ça, une visite clairement de quelque chose qui n'était pas incarné. Donc pas d'un corps comme on peut le connaître, comme on peut le sentir, mais d'un corps énergétique. Et là, alors là, mon mental, autant te dire qu'il n'a pas fait des nœuds, c'est qu'il a fait je ne sais combien Des couvertures. des couvertures. Là, il a mis le SOS. Enfin, il ne savait plus comment s'en sortir. Et du coup, j'ai eu cette visite qui m'a fait extrêmement peur, hein, parce que je ne savais pas me l'expliquer. Et surtout à l'époque, j'étais pas entourée de gens en fait qui pouvaient me l'expliquer aussi. Aujourd'hui, c'est vrai que
il y a cette idée de, et c'est très important quand on est sur ce chemin, d'avoir quelque part une communauté qu'on va appeler la Sangha, hein, dans euh, dans tout ce qui est au niveau du bouddhisme, etc. Donc la communauté, le fait de pouvoir partager avec des gens notre histoire, ce que l'on vit en toute vérité, en toute authenticité, sans avoir peur de se faire juger, de se dire qu'on est complètement fou, allumé. Alors c'est vrai que moi, dans mon éducation, ben ça rentrait pas dans les cases. Et du coup, je ne savais pas à qui en parler, mais néanmoins, j'ai eu extrêmement peur. Donc autant dire que les 3 jours qui ont suivi cette rencontre, eh bien, j'ai été dormir chez mes parents parce que j'osais plus revenir chez moi. Et après, ben, on pourrait se dire, oui, bon, c'est gentil, mais comment tu sais que cette visite, elle était réelle? Peut-être que c'est ton mental qui a imaginé des choses. Et effectivement, c'était ma pensée première, parce que je dormais, j'ai été réveillée par un claquement de doigts, en fait. Et donc, mon corps s'est réveillé, je vois cette énergie devant moi qui se rapproche et qui me met comme une main sur mon épaule. Et puis, en un claquement de doigts, je me rendors. Le lendemain, je me réveille et je me dis, mais bon sang, Stéphania, tu as dû faire un cauchemar, un rêve. Parce qu'en plus, depuis toute petite, je rêve beaucoup. Je voyage beaucoup au niveau de mon corps astral la nuit. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, tu te fais encore des films. Sauf que le lendemain, en me réveillant, j'avais tout le côté qui avait été touché, mais complètement bloqué. Et l'endroit même où j'avais senti la main, eh bien, j'avais comme une marque et une douleur, en fait. Wow. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Ça, c'est pas de ton imagination. Là, il y a quelque chose. Alors, à l'époque, j'avais une seule amie de confiance qui était sur ce chemin-là, une amie de cœur avec qui j'organise actuellement les retraites initiatiques pour les femmes, qui est chamane. Et qui, elle, avait vécu tout ce processus aussi initiatique au niveau de son âme. Et du coup, je l'ai appelée en catastrophe et je lui ai dit, écoute, s'il te plaît, il faut absolument que tu me fasses un soin parce que je crois que j'ai eu une visite d'une entité. Enfin, tu sais, moi, j'ai commencé à me faire les films un peu Ghost, etc. Je me suis dit, mais là, il y a des choses bizarres qui se passent. Puis donc, elle me fait le soin chamanique et pendant le soin, j'avais vraiment peur. Hein. J'étais toute crispée. Et à la fin du soin, elle me dit, mais Stéphania, c'est merveilleux. Tu as reçu un don merveilleux. Demande, tu vas être guidée. C'est vraiment ton service à l'univers, en fait, que tu viens de recevoir. Sauf que, comme tu n'étais pas réceptive à le recevoir autrement, ils sont passés par ce canal, qui est le canal donc des rêves, pendant lequel ton mental est au repos. Donc à ce moment-là, pardon? Malin. Voilà. Donc c'était vraiment le seul moment où mon mental n'allait pas interférer avec l'information. Donc dans cette bienveillance qu'ils ont hein, là-haut, les maîtres, les guides, ils ne sont jamais là pour nous faire peur, jamais là pour nous brusquer. Mais néanmoins, ils se sont dit, bah là, on va avoir accès à elle, à son âme et à sa nature profonde, à sa vibration. Et donc, ils m'ont laissé ce message et en rentrant chez moi, j'ai dit, bon, ok, alors écoutez, moi je les appelle les gars, j'aime bien. Écoutez les gars, je veux bien être à votre service. Par contre, ne me faites pas peur. Ne venez pas la nuit. Et puis, surtout, si c'est vraiment ce que je dois faire, si c'est vraiment le chemin que je dois suivre, alors envoyez-moi un objet physique que je puisse palper. J'ai besoin de tenir quelque chose dans mes mains pour comprendre ce que vous attendez de moi. Parce que si vous venez sous forme d'énergie la nuit, moi, c'est sûr, je n'accepte pas. Hein. Et c'est ce qui s'est passé. Et en fait, très important, on oublie de demander. Bien souvent, on a l'impression qu'on est seul. Et en fait, de l'autre côté du miroir, ben, les guides, les maîtres ascensionnés, les êtres aimés, qu'on va appeler les défunts,
ils sont là en fait. Ils attendent, mais ils attendent qu'on leur demande parce que sans notre demande, ils ne vont pas agir puisqu'on a notre libre arbitre et jamais, jamais, ils ne vont interférer avec notre libre arbitre. Donc, tant qu'on n'aura pas fait une demande claire, eux, ils ne peuvent pas venir interférer. Ouais. Ça, du coup, là, on touche vraiment du doigt la croyance, en fait. Pour demander, il faut croire déjà en ça. Et je me permets à nouveau juste de faire un petit parallèle avec le dharma. Pour avancer sur le chemin de son dharma, ben, il faut commencer par croire qu'on a un dharma, tu vois, et d'être convaincu que si on est là aujourd'hui, c'est que on a des choses à faire ici. Et que nous aussi, on a un service à l'univers, à l'humanité à rendre, parce que c'est de ça aussi dont il s'agit. Toi, ça prend la forme des annales akashiques, ce qui est, enfin, personnellement, tu es la seule personne que je connaisse chez qui ça a pris cette forme-là. Mais voilà, juste vraiment cultiver cette conviction, en fait, que oui, bien sûr qu'on a un chemin dharmique qui nous est propre. Encore faut-il s'autoriser à y croire. Bien sûr, croire, oui, c'est sûr. Pas la boum. Voilà, donc, ils sont d'accord avec ce que tu viens de dire. S'autoriser à croire. Et donc, alors je reviens, je te disais donc... Excuse-moi. Oui, parce que je ne sais plus où j'en étais. Alors, dis-moi. Oui, donc tu leur demandais en fait qu'ils matérialisent à travers un objet. Voilà, exactement. Et donc à ce moment-là, le lendemain, je vais dans une librairie et c'est fabuleux la vie parce qu'à nouveau, hein, on demande et tu auras. C'est aussi... Souvent en tant qu'humain, on se fait des films et on pense que c'est compliqué et qu'on doit faire plein de choses et finalement là-haut, ils me disent mais non, c'est simple. C'est vous qui vous compliquez la vie. C'est vous qui êtes en lutte constante avec la vie alors que finalement, c'est simple. Il suffit d'ouvrir les yeux et puis de demander et voilà, de s'émerveiller à chaque instant de ce qui peut arriver. Et donc, le lendemain, je vais dans une librairie et puis j'avais une idée très précise de ce que je voulais acheter. J'arrive sur le lieu et le vendeur me passe une première fois devant et il ne s'arrête pas. Donc je me dis, bon, ok, alors c'est pas grave. Il me passe une deuxième fois devant, il ne s'arrête pas. Là, je commence à m'énerver un petit peu et de me dire, mais bon sang, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis transparente ou bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Et à ce moment-là, arrive une femme après moi. Et puis le vendeur arrive et il s'arrête devant elle et il lui dit, comment est-ce que je peux vous aider? Là, je me dis, non mais bon sang, c'est pas vrai quand même. Mais vraiment, j'étais transparente. Et donc là, je me dis, bon, si c'est comme ça, eh ben, je vais juste prendre un livre. Et je fais vraiment ce geste-là. Et je prends un livre derrière moi. Et là, j'attrape un livre sur lequel c'est écrit « Comment lire les annales akashiques ». J'adore. Donc, là, évidemment, il n'y avait plus de doute. Confirmation. Voilà, j'ai dit, bon, bah merci, j'ai compris. Vous attendez ça de moi. Donc, je vais le lire. Donc, j'ai lu le livre. Bonne élève, hein. Mais n'empêche que j'avais peur. La peur restait là. Et donc, il m'a fallu un certain temps avant de vraiment me lancer hein, dans ce service à l'univers. J'aime pas trop le mot mission parce que mission, je trouve que c'est une grosse responsabilité qu'on porte. Souvent, on parle de mission de vie et puis moi, je me dis, mais mission, j'ai l'impression que je porte des sacs sur mes épaules et puis que tout repose sur moi. Et finalement, service ou don à l'univers, c'est plus cohérent et ça vibre plus juste pour moi parce que finalement, moi, je ne fais rien dans cette histoire. Moi, j'ai juste reçu un don. Ils m'ont fait confiance là-haut. Ils se sont dit, voilà, c'est le moment, c'est l'incarnation que tu as choisie pour diffuser l'information. Mais moi, je ne suis qu'un canal. Hein. Moi, je ne fais rien. Donc, c'est pour ça que je n'utilise pas trop le mot mission d'âme. Et du coup, il m'a fallu aussi un certain temps pour faire taire mes peurs, faire taire mon mental, et puis de me dire, ok, j'accepte. Si tel est le cas,
j'accepte de suivre cette voie. Mais à nouveau, guidez-moi s'il vous plaît. Dites-moi quoi faire. Dites-moi comment le faire. Parce que n'oubliez pas que je suis humaine. Je suis incarnée. Alors de l'autre côté du miroir, pour vous, peut-être c'est très clair, c'est très facile. Mais moi, en tant qu'humaine, j'ai besoin qu'on me donne vraiment des choses précises à accomplir et pas seulement du domaine de l'invisible. Et c'est ce qui s'est passé. Ils m'ont guidée avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bienveillance, beaucoup de patience, beaucoup de compassion sur ce chemin-là. Et surtout, ils m'ont laissé le temps nécessaire. Donc ça aussi, j'aimerais le partager, le fait que en ce moment, on entend beaucoup cette question de mission de vie. Moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour des lectures d'Annales Akashiques et qui me disent alors j'aimerais savoir quelle est ma mission d'âme, qu'est-ce qu'elle est venue accomplir, etc. Et là-haut, on me dit mais en fait rien, juste rayonner la lumière, l'amour. Il n'y a rien à faire. Tu n'as rien à faire à part être dans l'amour. Mais s'il y a de la peur, eh bien tu n'es pas dans l'amour. Parce qu'il y a deux voies, il y a la voie de la peur, il y a la voie de l'amour. Donc tant qu'il y a de la peur, eh bien tu n'es pas sur cette voie de l'amour. Donc déjà, va rencontrer tes peurs, va regarder qu'est-ce qui justement, quelles sont ces interférences, quelles sont ces fausses croyances, quelles sont, voilà, cette éducation, qu'est-ce qu'on t'a inculqué qui fait que tu sois encore sur ce chemin de la peur avant d'emprunter l'autre chemin en conscience. Mais bon, voilà. C'est ce que je voulais dire parce que c'est une question qui revient régulièrement, la question. Mais j'aime beaucoup, tu vois, moi je dis souvent que finalement, effectivement, il n'y a rien à faire, il y a juste à être et oser être pleinement nous-mêmes. Mais j'aime beaucoup cette finesse aussi de être dans l'amour et ce jeu entre l'amour et la peur. Et en fait, c'est vrai qu'on se rend compte que la plupart d'entre nous sont régis par la peur, en fait. 24/24, du manque, de tout. On a tout le temps peur de tout. Et que c'est vrai que si on arrivait à changer ce prisme-là et à être dans la confiance, dans l'acceptation, dans l'amour, dans l'action alignée, moi je parle souvent de l'action alignée, mais ensuite dans le lâcher prise. Moi j'ai fait ce que j'ai senti juste de faire, après je lâche. Ce que ça donne, les répercussions que ça va avoir, c'est plus de mon ressort. Et je fais confiance que à partir du moment, moi, où j'étais alignée dans l'intention derrière mon action, ben, je fais confiance à ce que le retour énergétique qui me revienne soit juste, en fait. Effectivement, puis, mais ça c'est à nouveau, je trouve très intéressant ce que tu soulèves parce que comme point, parce que on a beaucoup d'attentes en tant qu'humain. Effectivement, dans cette enveloppe de chair que j'ai, eh bien, je me projette dans mon futur, et finalement, je focalise mon attention là devant, et peut-être que ce que je désire vraiment se trouve là derrière. Mais c'est ça en fait, le fait d'avoir des attentes, c'est qu'on est focalisé là et on n'a même pas la possibilité d'aller regarder là derrière. Et ce que tu décris, c'est ça, c'est de se dire je fais une demande, j'ouvre l'axe et puis je regarde et puis je laisse venir. Peut-être que ça viendra devant, des côtés, de derrière, peu importe d'où ça vient, mais j'accueille et je ne reste pas focalisée uniquement vers l'avant. J'adore parce qu'il y a un exercice que je fais très souvent au coaching, qui est un exercice de visualisation qui consiste exactement à ça, en fait, à s'ouvrir au champ des possibles devant, mais aussi derrière, à gauche, à droite, en bas, au-dessus. Et parce que oui, parce que on est des êtres multidimensionnels et que voilà, le mental, il aime bien regarder droit devant, mais que la vie, elle peut nous surprendre de tellement de façons et de tellement d'endroits. Et moi, j'aime beaucoup l'image du boomerang, tu vois, quand j'essaie de transmettre des choses à mes filles, qui ont 5 et 7 ans, j'essaie de leur transmettre aussi des choses, mais qu'elles peuvent comprendre. Et du coup, l'image de boomerang, qui est une autre façon de parler de la loi du karma aussi, eh bien, c'est la notion que quand tu lances un boomerang, il va revenir, mais par contre, il ne reviendra pas forcément de là où tu t'y attendais. Et ça, pour moi, c'est vrai pour tout dans la vie. D'où l'importance de faire attention à ce qu'on émane, parce que ce qu'on émane nous reviendra forcément. Donc, si on émane l'amour, la bienveillance, ben,
il n'y a pas de souci, il y a plus à être dans la peur puisque c'est ça qui va revenir. L'abondance aussi, enfin, ça s'applique à tout, tout, tout. Et effectivement, c'est pas parce qu'on a lancé ces énergies, ces intentions-là devant que ça va revenir forcément devant. Restons ouverts à tout ce qui se passe autour aussi. Ouais. Exactement, c'est vrai. Je te rejoins. Et puis, ce que je voulais rajouter par rapport justement à toute cette discussion qui est très très importante à mon sens, c'est que ce que j'ai découvert fondamentalement à travers les annales akashiques, enfin ce que j'ai découvert, ce que j'ai pu vraiment incarner, enfin enregistrer dans chacune de mes cellules, c'est que les premiers temps, j'ouvrais l'akasha et puis je posais beaucoup de questions par rapport à moi. Moi, Stéphania, donc dans mon petit moi incarné, dans mon ego en fait. Puis à un moment donné, on me répondait plus et puis du coup je me suis dit mais mince en fait, on s'intéresse pas à ce que je demande. Puis j'ai commencé à ouvrir, à ouvrir, à ouvrir. Jusqu'au jour où je demandais mais finalement si tout est déjà quelque part écrit, les grandes rencontres, j'ai choisi mes parents, etc. Mais quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Quel est le rôle du libre arbitre là-dedans? Et là, ils ont utilisé une très 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 belle image et ils m'ont dit, mais Stéphania, en fait, la vie, c'est comme une grande scène de théâtre sur laquelle tu vas t'incarner et tu vas choisir un rôle. Tu vas choisir un décor, tu vas choisir donc des parents, d'autres figurants qui vont cheminer avec toi sur cette pièce de théâtre. Au départ, tu es dans ton rôle, donc tu ne te rends même pas compte que tu es en train de jouer un rôle. Et tu le fais hyper bien, ton rôle de la fille de, etc., l'enseignante, l'infirmière, la caissière, peu importe. Et tu le fais hyper bien. Et un jour, peut-être qu'il arrive un événement, comme il est arrivé, pour moi, ça a été une rupture amoureuse où tout d'un coup, j'ai fait un bond en arrière. Et la vie t'emmène, et là, elle te projette sur les sièges. Et là, on m'a dit, tu vois, à ce moment-là, tu deviens spectatrice de la scène de théâtre. C'est là où tu te réveilles, parce qu'avant de s'éveiller et tout, il y a déjà le réveil. Hein. Donc, tu es projeté sur les sièges, et là, tu peux voir la scène. Et là, tu te rends compte que finalement, ce rôle que tu as joué depuis toujours, eh bien finalement, il ne te convient pas tellement. Tu te dis, mais moi, finalement, j'ai pas envie de jouer ce rôle-là. Puis finalement, ce décor-là, il ne me plaît pas autant que ça. Et puis les figurants qui sont autour de moi, je me rends compte que ils m'apportent pas ce que je désire profondément. Donc là, c'est ce qu'on va appeler prendre de la distance. Et ensuite, on m'a dit, mais tu vois, c'est pas fini, Stéphania. Une fois que tu as vu tout ça et que tu as pris de la distance, il y a encore une étape, c'est que tu peux te rendre compte que tu es non seulement celui qui joue le rôle, donc l'acteur, tu es aussi le spectateur, mais tu es aussi le metteur en scène. Et là, c'est ce qu'on va appeler à l'heure actuelle l'éveil. Donc, tu es aussi capable consciemment d'écrire ton rôle, de aussi maîtriser la lumière, changer le décor, selon ce que tu as envie de vivre. Et c'est là où on dit que l'on est maître de son destin, maître de sa vie, et puis qu'on peut vraiment la peindre à l'image que l'on désire. Ouais. Parce que finalement, nous sommes l'acteur, le spectateur, le metteur en scène, celui qui va s'occuper du décor, etc., etc. Tellement. Donc ça, j'ai trouvé... Ouais, c'est une compréhension tellement importante de réaliser ça. Et je voulais dire un truc, ça m'a échappé. En tout cas, cette image de pièce de théâtre, moi j'aime beaucoup, beaucoup l'utiliser aussi, de pièce de théâtre et de metteur en scène. Et justement, à chaque fois que je rencontre une personne qui vient me challenger un petit peu, ou eh bien, j'aime bien me poser la question, pourquoi ai-je embauché cette personne dans le film de ma vie? Qu'est-ce qu'elle vient m'apprendre? Qu'est-ce qu'elle vient m'enseigner? Qu'est-ce qu'elle vient révéler chez moi? Donc, je trouve que c'est une notion super intéressante. Et puis, ça permet, voilà, cette prise de distance un petit peu.
Oui, oui, oui. Et puis ce qui est aussi très intéressant, tu vois, dans les annales akashiques, quand on parle de dharma, voilà, de notre chemin d'âme, il faut savoir que finalement, sur cette grande pièce de théâtre, on va jouer un peu tous les rôles. Parce que l'âme, ce qu'elle désire le plus, c'est d'expérimenter. Mhm. Elle désire expérimenter pour évoluer. Donc plus elle va jouer de rôles, plus elle va évoluer. Et forcément, elle va vouloir, l'âme, aller expérimenter tout ce qu'il y a de plus lumineux comme tout ce qu'il y a de plus sombre. Donc, c'est ça qu'il faut aussi comprendre parce que des fois, on a l'impression que la vie est difficile, que peut-être la vie est contre nous. Et finalement, non, elle n'est pas contre nous parce que c'est bien souvent lors des moments difficiles de la vie qu'on évolue le plus si on y réfléchit bien. Ouais. Ouais, là tu vois, tu me fais penser à cette coach que j'aime beaucoup qui s'appelle Charlotte de Silky, qui Mhm, a un coaching qui est très particulier, qu'elle a inventé, je pense. Alors évidemment, on s'inspire tous de choses et autres, qu'elle appelle le coaching alchimique, où elle utilise, tu sais, l'image de la photographie et du coup du mhm, négatif et du positif. Et en fait, ce mhm, qu'elle explique, c'est que si toi, ton dharma, c'est d'expérimenter pleinement la liberté, pour le désirer, pour la désirer pleinement, cette liberté, eh bien, il mhm, va falloir que tu connaisses la privation de liberté. Donc, voilà, et du coup, ben, de vivre des expériences qui auront peut-être été traumatiques dans ton enfance ou enfin, à une période de ta vie. mhm. Et comme tu disais tout à l'heure, qui, pour la plupart des personnes, du coup, on se met en mode victime, nanana, mais c'est là où tout ce travail de prise de recul prend vraiment, enfin, est super important pour sortir de ce rôle de victime et de réaliser, bah, si je n'avais pas connu ça, si j'étais pas passée par cette expérience qui m'a vraiment, Mhm. vraiment, je désirais la liberté plus que tout, eh bien, je ne serais pas en train de vivre une vie libre et épanouie aujourd'hui, ou en tout cas en chemin vers Mhm. cette liberté. Donc, Oui, ouais. exactement. Puis, selon ce que j'ai reçu comme information depuis l'Akasha, c'est que on a comme une roue de neuf, 9 scènes, on va dire. Et pendant ces 9 scènes, on va retrouver un petit peu les mêmes personnes. Et pendant ces 9 scènes, eh ben, on va expérimenter, par exemple, aujourd'hui, je vais être, donc ma maman et moi, on va être donc mère-fille. La prochaine roue, parce que moi, je vais devenir sa maman. Ensuite, prochaine roue, je vais devenir son papa. Et pendant ces 9 roues, ben, je vais expérimenter justement le fait de peut-être, à un moment donné, avoir une vie extrêmement lumineuse, une autre, une vie plus difficile. Et c'est comme ça qu'en fait, mon âme va pouvoir faire la roue, qu'on appelle la roue des incarnations, et ensuite se dire, ok, j'ai fait cette roue-là, maintenant je passe à une autre expérience. Hmm. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, tu vois, à titre personnel, moi, les annales akashiques, ça a permis de me relaxer. Parce que jusqu'à là, j'étais tellement, comme je le disais, victime de tout ce qui m'arrivait, et c'était pas juste, et pourquoi moi, et pourquoi cette expérience aussi difficile dès mon arrivée sur cette terre, euh, jamais personne devrait vivre ça, et je ne dis pas qu'on devrait le vivre, hein, c'est pas ça. D'ailleurs, voilà, c'est un des points voilà, qui me tient à cœur de travailler aujourd'hui, de pouvoir quelque part faire en sorte que tous les êtres deviennent souverains et qu'on sorte de cette culture de domination et de violence dans laquelle on vit. Et pour ça, ben, bien sûr, on doit revenir à cette souveraineté et à cette responsabilité finalement. Mhm. Mais ça m'a permis de me relaxer en me disant, mais ok, si tu vis ça aujourd'hui, eh bien c'est parce que dans d'autres incarnations, tu as aussi été le bourreau. T'as pas été dans la lumière. Donc aujourd'hui, tu es en train d'expérimenter l'autre pôle, tout simplement. Et Mhm. c'est hyper difficile hein, en tant qu'âme incarnée de se dire ça Mhm. pour notre mental. Ça, c'est vraiment, on se dit, mais non, en fait, ça, c'est pas juste. Mais oui, tu l'as choisi. Aussi difficile soit l'expérience, tu l'as choisi avant de t'incarner. Mhm. Et bien sûr que de l'autre côté du miroir, pour l'âme,
l'expérience paraît facile à assumer parce que dans la lumière, forcément que l'âme, elle se dit, ça va être facile, je vais y arriver. Voilà. Mais une fois arrivé dans ce corps de chair, eh bien, avec le mental, avec les émotions, avec tout ce que ça engendre, eh bien, c'est difficile dans la matière de l'accepter. Et pourtant, on l'a choisi. Et ça m'a vraiment relaxée de me dire, mais finalement, je l'ai choisi. Et la deuxième chose aussi au niveau des épreuves de la vie, c'est d'adopter des lunettes, les lunettes de la compassion en fait. La compassion pour soi déjà, et aussi pour ceux qui nous entourent. Et de dire, mais finalement, ok, peut-être qu'aujourd'hui c'est lui mon bourreau, mais peut-être que dans l'autre vie, c'était moi son bourreau à lui. Donc je vais mettre ces lunettes de la compassion et lui dire, ben, je te pardonne et je me pardonne en retour. Et ça, tu vois, on le retrouve encore dans les enseignements religieux qui ont bien été modifiés, mais c'est finalement le message. Hein. Les vrais messages de la religion, c'est de dire, mais adoptez ces lunettes de la compassion, d'abord pour vous, pour ceux qui vous entourent et bien au-delà. Ouais, aimons-nous les uns les autres. Effectivement. Ouais, ouais. Waouh, ça fait déjà plus d'une heure que tu nous parles de ça, Stéphania. Ouais, ça passe super vite. Ah, c'était super intéressant. J'ai adoré parce que j'ai pas eu besoin de poser de questions. En fait, tu es partie, voilà, et puis, mais tu as répondu à mes questions sans que j'ai à les poser. Tu as déjà donné plein de pistes. J'aime bien terminer par un conseil, mais tu en as déjà donné tellement. Est-ce qu'il y en a un que tu n'as pas eu le temps de placer sur lequel, ou sur lequel tu voudrais revenir? Ouais, ben, ce que j'aimerais dire, c'est que, en fait, il ne s'agit pas de nous en tant qu'individus. Si on vit dans une période merveilleuse où on a accès à beaucoup, beaucoup de choses, notamment les annales akashiques qui étaient réservées à des initiés à l'époque. C'est ce qu'on appelait l'école des mystères. C'était des gens, un petit cercle qui avaient accès à ces enseignements. Et aujourd'hui, en fait, tout est en train d'ouvrir parce que ben, on arrive aussi à une période un peu cruciale hein, où on se dit mais maintenant il faut que ça s'ouvre, sinon ça va pas être possible, c'est un point de non-retour. Et donc, on a accès à beaucoup, beaucoup de choses. Et bien souvent, j'ai des gens qui viennent pour me poser des questions à titre individuel et c'est génial parce que c'est par l'individuel qu'on va évoluer. Mais il ne s'agit pas que de soi. En fait, il s'agit de plus grand que soi. Et ça, je pense que c'est important de le garder toujours en tête, de dire mais ok, en fait, moi, je suis une goutte dans un océan et je suis l'océan aussi. Hein. Et du coup, ben, voilà, si je le fais, c'est pour le collectif aussi, Ouais. surtout. Ouais. Ouais, merci pour ce point très important. Euh, Jusque-là, la meilleure traduction que j'ai trouvée pour Dharma, c'est chemin d'accomplissement. Parce que d'une, il y a cette notion de chemin, c'est pas une destination en soi. Mm. Et il y a cette notion d'accomplissement, donc quelque part ouais, quand on se sent accompli, on se sent plein, on se sent rempli, on se sent nourri. Et je reviens toujours sur le fait que c'est tout sauf égoïste, en fait, de chercher ça. Puisque c'est depuis cet espace de complétude, je pense, c'est le bon mot, qu'on va pouvoir être au service des autres et du grand tout. Donc pour moi, il y a vraiment ces deux nuances en fait. À la fois, tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé quand tu parlais de ton voyage et tu te réveillais juste en te disant qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir aujourd'hui. Parce que pour une personne qui se dit aujourd'hui, ok, donc ma vie, j'ai besoin de trouver du sens, je ne sais pas très bien par où commencer, juste rappeler que justement, ce qui nous met en joie, ce qui nous fait plaisir, pour moi en tout cas, ce sont vraiment des graines qui ont été plantées justement pour nous aider quand on se sent un petit peu. Ça peut être, ouais, ça peut être ce qui nous met en joie, ça peut être aussi ce qui nous met l'émotionnel à vif. Ça peut être intéressant d'aller explorer aussi ces pistes-là. Euh, mais, euh, mais en tout cas, voilà. Et cette notion de chemin ouais, de se sortir un petit peu de l'équation une fois qu'on a repris confiance et qu'on vibre cet amour, et ben, se mettre un petit peu entre parenthèses et voir qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça pour l'humanité et ouais, pour qu'effectivement on puisse
changer de paradigme, puisque clairement, on est à un passage crucial de notre histoire, je pense. Exactement. Puis des fois, il suffit pas de faire des grandes choses, hein. On peut très bien, je sais pas, par exemple être jardinier et le faire avec tellement d'amour que du coup, on est déjà en train d'agir pour la collectivité parce qu'on y met tout notre cœur. Et là, ben, c'est notre dharma. Voilà. Exactement. Exactement. Ouais. Ouais, Donc, ouais. ne Ouais, pas aller chercher trop loin. c'est tout à fait ça. Waouh, merci beaucoup, c'était super. Tu vois, il y a une personne qui dit qu'on ne voit pas le temps passer avec toi, et c'est vrai. Est-ce que pour terminer, tu veux partager ton actualité du moment? Où est-ce qu'on peut te retrouver, tes projets? Ouais, alors merci. Donc moi, on peut me retrouver sur mon site internet, donc Stéphania avec F, villela.com. Et donc là, vous allez retrouver toutes mes dates de mes prochains stages, notamment les stages que je donne pour les femmes, les retraites initiatiques au niveau donc du corps, libération corporelle, tantra, chamanisme. Et puis, ben, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram sous Stéphania Villela ou sur Facebook. Et puis, ben, sur les réseaux, j'annonce tous les différents événements que je mets en place. Donc, voilà. Super. D'ailleurs, du coup, je me dis, j'ai communiqué à Stefania Pereira. Est-ce que tu as les deux noms? Oui, alors c'est C'est une oui, erreur de oui. ma part. Non, c'est juste et c'est Ok, très important. Tu vois, ça aussi, c'est une donnée importante pour la Kasha. Mais c'est Stéphania Villela ok, que j'ai choisi. Et ok. puis, ben, sur mon site internet, j'offre d'ailleurs une séquence de yoga Kundalini 20 minutes à faire chaque matin pour rehausser son taux vibratoire. Et ça, c'est une des choses importantes, notamment quand on est en contact avec le monde invisible, c'est de maintenir un taux vibratoire élevé. Tu parlais de la joie. Euh, Mhm. et voilà, il y a une discipline quand même à avoir avec soi-même, entre guillemets. Donc, si jamais il y a cette petite séquence de 20 minutes à télécharger gratuitement sur mon site internet qui est offerte pour rehausser Super. son taux vibratoire. Génial. Et puis, bien, si vous souhaitez avoir Voilà. une lecture euh, des annales akashiques avec Stéphania, je vous le recommande. Moi, je l'ai fait et c'était super, très, très intéressant. Oui, d'ailleurs, je vais peut-être mettre je mettrai dans les commentaires mon mail, mais tout est sur Oui, mon site internet. ok, ok, super. Bah, Voilà. écoute, encore un grand merci, Stéphania, pour ton temps, ta disponibilité et ouais, et toute cette sagesse que tu nous as transmis avec des concepts qui sont peut-être très nouveaux pour certaines personnes. Donc, je vous invite vraiment à écouter tout cet épisode avec j'allais dire les yeux, les oreilles, mais surtout le cœur grand ouvert. Mettez le mental de côté et voilà, ouvrez-vous à la possibilité euh, ouais, de choses qui nous dépassent encore un peu et qui sont moins tangibles que ce dont on a l'habitude dans notre réalité. Et puis surtout, ben, comme toujours, j'espère que ça aura inspiré à vous écouter et voir ce qui vous met en joie et ce qui vous donne envie de cheminer dans une direction ouais, qui vous nourrit et qui vous accomplisse. Hmm. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci, à très bientôt. Merci à tous et évidemment, je mettrai le replay juste après. Bonne À soirée. bientôt, bonne soirée. Salut Bonne Stéphanie. soirée. Au revoir à tous.